Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 391e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 391e édition, nous avons retenu pour thème réforme fiscale, quels enjeux? Un thème assez opportun. Mais pour avoir ce thème, pour le développer, nous avons fait appel à un professionnel qui fait beaucoup de bien sans faire de bruit. C'est un cadre, un haut cadre de la fonction publique. Un homme qui a fait carrière. Il est l'actuel directeur de l'École nationale d'administration financière. Je veux citer le professeur Pierre Renaud Julien. Monsieur Julien, bienvenue à notre émission. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de participer à OCPA Magazine. Je crois que, autant que je me le rappelle, c'est la deuxième fois que je participe à OCPA Magazine. Donc le plaisir est pour moi, voyez, d'informer l'auditoire de OCPA Magazine dans la mesure de mes possibilités. Très bien. Merci pour cette participation. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit l'inscription en son local de 9h à 4h PM. L'Ordre organise aussi des séminaires, des conférences et il y a un événement mensuel appelé Jeudi mensuel de l'OCPA. Événement est ouvert au grand public. Les chercheurs, les étudiants, les hommes d'affaires, eh bien, sont priés de garder contact avec l'OCPA pour se renseigner sur la tenue de ces conférences mensuelles. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Eh bien, nous rappelons particulièrement, je demande d'un auditeur, le traitement de la subvention, comptable de la subvention. Lorsqu'on reçoit une subvention, par exemple, on reçoit un équipement. Et contre l'équipement, il n'y a pas de valeur à débourser, c'est un don. Donc, comme il n'y a pas de don, il n'y a pas de valeur à débourser, eh bien,
contre l'entrée de cet équipement qu'on reçoit qui est un actif, il y a un compte de contrepartie qui est subvention. Ce compte de contrepartie qui est subvention va devenir profit, revenu pendant la durée de vie utile de l'équipement. Exemple, si l'équipement a 8 années de vie utile, eh bien, on va amortir chaque année 12,5% de la subvention qui va devenir revenu. Et ce revenu qui est différé, eh bien, au-delà de 8 ans, eh bien, son solde sera zéro et par rapport à la durée de vie utile de l'équipement. C'est un exemple. On peut aussi avoir une subvention en médicaments, en marchandises, etc. Donc, ça veut dire, en pareil cas, on va continuer à avoir le coût pour l'élément qu'on a reçu et parallèlement, la subvention va être transformée d'un compte de revenus différés à un compte de revenus au niveau de l'état des résultats. L'émission du jour a pour thème réforme fiscale, quels enjeux? Dès qu'on parle de réforme fiscale, eh bien, on pense aux impôts, on pense aux obligations auxquelles sont astreintes toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Et ça veut dire qu'on parle d'un élément qui intéresse tout le monde, du commun des mortels jusqu'au, je dirais, l'agent économique le mieux pourvu. Et l'impôt aussi influence notre comportement, puisqu'il faut payer à l'État son dû pour avoir des services. Alors, vu l'importance de ce thème, nous allons demander à M. Julien, tout d'abord, de se présenter brièvement. Bon, me présenter brièvement, donc je suis un agent de la fonction publique. Ça va faire plus de 40 ans. 40 ans. Oui. Alors, bien entendu, je suis hors cadre maintenant puisque je dirige l'École nationale d'administration financière du ministère de l'économie et des finances. Donc ça, c'est mon dernier titre. Très bien. OK. Donc comme c'est brièvement, donc, je m'arrête au dernier parce que donc, de formation comptable, oui, fiscale. Membre de l'ordre. Membre de l'ordre. Vous voyez, donc en gros, donc, je m'arrête à ça. Très bien. Alors, M. Julien, puisque nous parlons de réforme fiscale, permettez à l'auditoire de comprendre, par exemple, je dirais, le contenu d'une politique fiscale. Ça vise quoi? Est-ce que ça est uniquement de mettre l'emphase sur la recherche d'argent? Bon, c'est une très belle question, ça, parce que c'est très important, puisque quand on parle de réforme fiscale, eh bien, à la base, c'est-à-dire le cadre d'une réforme, c'est la politique. Or, donc, je parle de politique fiscale pour ne pas parler de politique pure, mais en fait, ce sont des décisions politiques. Tout à fait. Vous voyez, d'un gouvernement, donc je ne dis pas d'un gouvernement seulement, mais de l'État tout entier, parce que souvent, on confond chez nous le gouvernement et l'État. Très bien. Alors que le gouvernement n'est qu'un instrument de l'État, un bras de l'État. Et souvent, nous entendons des gens qui font partie de l'État, voyez, qui parlent mal de l'État lorsqu'ils sont dans l'État aussi, et ils doivent collaborer puisque ce sont des décisionnels au niveau de l'État. Étant donné que l'exercice que nous allons faire ce matin, donc c'est un exercice un petit peu plus pédagogique que décisionnel. Donc, voilà pourquoi je dis que à la base, eh bien, il y a la politique fiscale et dans cette politique fiscale, donc on va trouver toute une série de concepts tels que un système fiscal, la structure d'un système fiscal d'une manière générale. Donc, on va trouver les lois, bien entendu, les techniques fiscales. Donc, il va y avoir tout ça, donc, justement pour pouvoir élaborer en quelque sorte un plan de réforme fiscale. Puisque quand nous parlons de réforme, donc c'est-à-dire c'est des changements. Très bien.
Or, dans la fiscalité étant dynamique, parce que la fiscalité est liée à l'économie, au social, à la politique, à l'administration. Donc, il faut dire aussi que, fort de cela, donc, des changements s'opèrent de jour en jour, voyez, dans le système. Mais il y a des changements qui sont plus ou moins stratégiques, tandis qu'il y en a d'autres qui pourraient avoir un caractère occasionnel. Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, permettez à l'auditoire de comprendre aussi les concepts de système fiscal particulièrement, et aussi d'appréhender, par exemple, certains fondamentaux, pour qu'on puisse bien comprendre, par exemple, la dynamique de la fiscalité par rapport à l'économie, par rapport à la sociologie, par rapport à la psychologie, etc. C'est ça. Bon, disons rapidement que quand nous parlons de système fiscal, et sa structure, dans sa structure, donc il y a 4 grands éléments. D'abord, il y a l'élément normatif, parce qu'il n'est d'impôt que de loi. Il n'est d'impôt que de loi. Donc, ce qui veut dire, et on ne peut pas... Il n'y a pas d'impôt sans loi. Il n'y a pas d'impôt sans loi. Et d'ailleurs, même constitutionnellement, on le dit, et ça se trouve aussi dans la déclaration des droits. C'est ça. Vous voyez, des droits de l'homme. Maintenant, qui lui-même, le système normatif est lui-même un système, mais qui devient aussi un sous-système du système fiscal. Très bien. Vous voyez? Ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément organisationnel, puisque il faut toute une structure organisationnelle pour pouvoir gérer cet impôt-là, parce que prendre une loi pour lever l'impôt, c'est une chose, mais concrétiser maintenant et cet impôt, c'est-à-dire pour passer par tout le cheminement, donc pour arriver maintenant au prélèvement, donc ça c'est une autre chose. Et ça c'est l'administration. L'administration. Or, l'administration est lui-même un système, mais qui devient aussi un sous-système du système. Une composante de l'ensemble. Effectivement. Donc ensuite, en troisième lieu, et pas des moindres, et d'ailleurs, c'est l'économie. Donc c'est l'économie dans tous ces secteurs. D'ailleurs, l'économie qui a plusieurs secteurs, donc le secteur réel, le secteur financier, donc le secteur fiscal lui-même, le secteur monétaire. Donc remarquez que l'économie qui imbrique tout ça, eh bien comme vous remarquez aussi, le système économique est aussi un sous-système du système fiscal, puisque ça se trouve à l'intérieur. Et pour finir, il faut dire aussi le troisième élément n'est pas non moins important, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est le secteur psychosociologique. Très bien. Le secteur psychosociologique, parce que ceux qui vont payer, eh bien, ont des attitudes et des comportements. Très bien. Vous voyez, donc qu'on doit pouvoir gérer aussi. Donc, ça veut dire les réactions face à l'impôt. Les réactions face à l'impôt, et il faut dire que ça, c'est un fondamental aussi. Tout à fait. C'est un fondamental. Pourquoi? Parce que il faut que les citoyens acceptent de payer. Vous voyez, acceptent de payer. C'est pourquoi on dit toujours l'impôt, c'est un mal nécessaire. Donc, sans cette contribution, donc l'État ne peut pas vivre. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand nous aurons à parler de la réforme fiscale, une réforme ne peut être gérée que dans un État fort. Dans un État fort. Et quand je dis un État fort, donc je ne parle pas d'une dictature. Non, un État organisé. Mais c'est un État organisé, capable de trouver le consensus, sur ses citoyens pour porter les gens à payer l'impôt. Autrement dit, M. Julien, c'est comme si l'efficacité fiscale dépend aussi de l'état de droit. Effectivement, donc là tu as tout dit, parce que l'état de droit, maintenant, si nous parlons de l'élément normatif, l'élément normatif devrait aussi donner la main à l'élément psychosociologique, parce qu'il y a l'acceptation de l'impôt, puisqu'il faut pouvoir accepter l'impôt. Bon, bien entendu, et on trouvera toujours
une certaine délinquance. Ouais. Mais ça, c'est en quelque sorte, comment pourrais-je dire, ce sont C'est incontournable, il faut le dire. c'est ça, c'est ça. Et c'est surtout ça que l'État aura géré en tant qu'État de droit. Donc l'État aura géré tout ça. Pourquoi? Parce que il y a une majorité qui accepte, mais maintenant la minorité n'a qu'à se soumettre. Donc si vraiment on est en démocratie, donc bien entendu la minorité pour se défaire de ça doit avoir en quelque sorte un auditoire pour venir avec et convaincre les autres de le rejoindre de façon à former une nouvelle majorité et empêcher que des lois soient votées, etc. Mais à partir du moment où la loi est votée, elle est d'application. Elle est d'application. Bien entendu, ça n'empêche pas d'avoir des groupes de pression, etc., des choses de ce genre. Donc, justement, pour permettre d'assouplir dans le sens des intérêts, puisque la minorité a aussi des droits, donc qu'il faut respecter, mais quand même, remarquer le caractère régalien aussi et des lois fiscales exigent que l'État ait la force nécessaire, la capacité pour pouvoir lever l'impôt, puisque si vous n'avez pas cette capacité pour lever l'impôt, donc remarquez que le pays est foutu. Tout à fait. Puisque, en fait, avec quoi on va faire marcher, puisqu'il y a des besoins de toutes sortes. Mais maintenant, on réclame de vous X, on réclame de vous Y, on réclame de vous Z. Donc, il y a un budget qui va être préparé et ce qui alimente le plus le budget, donc c'est les impôts. Les impôts. Hein? Donc, les impôts. Et maintenant, même si on trouve du financement, il faut repayer ce financement mais à travers les impôts encore. Donc, il faut dire qu'on n'a pas à s'en sortir. Donc, il faut qu'on paye l'impôt. Voyez, mais cependant, il faut trouver les bonnes formules. Très bien. Et c'est surtout ces bonnes formules qui font l'objet de réformes fiscales. Donc, tout à fait. Ça veut dire là, on voit le volet politique, les décisions. Et ces décisions pratiquement qui doivent orienter le comportement des agents économiques, puisque quelque part, l'agent économique doit payer ses impôts et parallèlement aussi, il veut s'enrichir, il faut qu'il crée la croissance. Alors, la recherche de cette juste mesure, entre la création de la richesse et le prélèvement de l'impôt, comment l'État peut-il obtenir cette juste mesure-là? Bon, en fait, ce n'est pas la quadrature du cercle. Très bien. Puisqu'il faut qu'on arrive en quelque sorte à trouver la bonne mesure. Mais comme je l'ai dit, la bonne mesure, ça dépend de la capacité des pouvoirs publics. Parfait. Vous voyez, donc les pouvoirs publics doivent agir en conséquence. Dans le respect de la loi. Effectivement, dans le respect de la loi et dans la façon d'organiser aussi l'administration. Et quand je dis la façon d'organiser l'administration, puisqu'il faut maintenant gérer les impôts. Or, gérer les impôts, ça veut dire quoi? Les contribuables se trouvent sur tout le territoire. Donc, il faut que les bureaux soient toujours proches d'eux, donc pour permettre à ces personnes d'aller accomplir en quelque sorte, et dans la mesure du possible, un accomplissement volontaire, puisque c'est le leitmotiv des dernières réformes. Donc, inciter les contribuables à un accomplissement volontaire. Et un accomplissement volontaire est sérieux, donc c'est-à-dire pas frauduleux, donc en trompeur, etc. Non, on veut un accomplissement volontaire, donc un accomplissement sérieux, voyez, dans ce cadre-là. Donc, de ce fait, il faut des agents bien formés aussi. Hein, il faut des agents bien formés et surtout des agents incarnant en quelque sorte l'esprit d'éthique. Parce que ça, c'est un problème. Donc, quand on n'a pas l'éthique, mais aussi s'il y a une faiblesse qui caractérise l'administration d'une manière générale, c'est le volet contrôle de la gestion. Le volet contrôle, pourquoi? Parce que même si on a les lois, il y a des gens qui vont les contourner. Mais si de l'intérieur, c'est-à-dire au sein de l'administration ou encore selon les directives qui sont données, il n'y a pas de contrôle,
ou encore les contrôles sont faibles, donc les contrôles seront toujours contournés et le rendement de l'impôt sera faible, d'autant plus qu'il y a des contribuables qui seront restés en dehors du système. Il y a des gens, quand vous parlez d'impôts, ne sont pas conscients qu'ils sont des contribuables, puisque s'ils payent l'impôt, donc c'est peut-être à travers et leur consommation seulement. Tout à fait. Mais en dehors des consommations ou de manière insensible, on prélève l'impôt pour eux, donc ils ne sont pas conscients aussi d'être des contribuables. Vous voyez, ils auront à faire leur déclaration, tout ça. Et il faut dire que là encore, c'est une manifestation de la structure fiscale, puisque vous allez voir que depuis toujours, les impôts sur la dépense, donc c'est ce qui rapporte le plus à l'État. Et quand je parle des impôts sur la dépense, donc il faut dire que c'est un grand agrégat économique. Très bien. Donc la dépense, la consommation. Et quand je parle d'impôts sur la dépense, je parle de la TCA, la taxe sur le chiffre d'affaires que nous avons chez nous, qui est une véritable TVA, mais avec certaines retenues. Tout à fait. Et il y a les droits de douane. Donc, si vous importez des articles, des marchandises de l'étranger, donc à l'entrée, donc vous payez des droits. Et ensuite, il y a les fameuses droits d'assises, voyez. Donc, si le grand public est au courant de cette taxe-là qu'on appelle les droits d'assises, c'est à travers les derniers événements où l'on parle des assises variables, des assises ordinaires, etc., et surtout sur les produits pétroliers. Donc, et pourtant, donc, dans les réformes successives, eh bien, les droits d'assises, on doit de citer, si vrai qu'avec la création de la TVA, à TCA. Donc, on a réduit les droits d'assises sur des produits très spécifiques, particulièrement les produits pétroliers, les produits d'alcool et du tabac, etc. Donc, puisque le gros des autres marchandises, donc c'est surtout la TCA, mais il y a aussi des taxes sur vente qui perdurent quand même, puisque avant la TCA, donc c'était les taxes sur vente. Vous voyez, surtout les taxes usines et manufactures, vous voyez, qu'on avait, voyez, dans le temps. Donc, si on prend la réforme comme telle. Très bien. Alors, ça veut dire que la réforme fiscale met l'emphase sur la politique fiscale. Et la politique fiscale, elle, est dynamique. Ça veut dire qu'elle suit l'évolution des faits économiques et sociaux. Maintenant, lorsque nous prenons notre situation en Haïti, et nous avons une réforme fiscale qui est en cours, parce que c'est dynamique, eh bien, M. Julien, comment peut-on arriver à faire en sorte que cette politique puisse effectivement produire des résultats, malgré la situation difficile que nous avons? Bon, il faut dire que d'abord, il faut qu'il y ait une vision. Une vision. Il faut qu'il y ait une vision. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est pourquoi, au départ, j'ai dit qu'il faut un État fort. Donc, un État fort qui doit réunir tous les acteurs, c'est-à-dire les agents économiques, pour donner une orientation, puisqu'il faut de grandes orientations. Donc, pour se fixer des objectifs. Vous vous souvenez peut-être que lors des précédentes réformes, la politique, c'était de encourager la production nationale. Encourager la production nationale, donc c'est-à-dire créer des entreprises de production, puisque nous avons perdu aussi cette habitude, créer des entreprises de production soutenues par l'État. À ce moment-là, l'État, outre qu'il est à la recherche de moyens financiers pour faire face aux dépenses publiques, mais aussi intervient dans l'économie en dégrévant, vous voyez, et certaines productions, en encourageant certaines productions, encourager les entreprises nationales, et ce comment peut-être en augmentant des droits de douane sur les mêmes produits qui viennent comme des marchandises, et en dégrévant les matières premières pour les entreprises locales qui vont utiliser ces matières pour produire. C'était surtout la production de substitution à l'importation.
voyez, puisque l'importation va faire sortir beaucoup de devises. Donc là, s'il y a une valeur ajoutée qu'on peut avoir ici en Haïti, donc ça va créer des emplois, etc. Donc remarquez que l'État, par le biais de la fiscalité, donc peut orienter, peut intervenir en quelque sorte dans l'économie de cette façon. Donc ce que je voudrais dire par là, quand je parle de la vision, on a pu remarquer qu'à partir de la réforme de 1987, eh bien, on a pris en quelque sorte le contre-pied, puisque nous avons des entreprises nationales de production qui, en quelque sorte, ne répondaient pas donc justement à l'attente des autorités. Eh bien, au lieu de les remettre sur les rails, voyez, donc on a profité de l'occasion pour et les éclipser, donc justement pour ouvrir le marché, voyez, pour ouvrir le marché totalement. Et quand on ouvre le marché, qu'est-ce qui arrive? Donc ce sont des produits d'importation qui rentrent et c'est le service, c'est le commerce. Maintenant, on n'a pas la production nationale. Donc maintenant, si on veut faire une réforme en profondeur, c'est-à-dire une réforme et fiscale sérieuse, donc il faut qu'on se fixe sur un modèle économique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment une production nationale? Mais ce n'est pas seulement, on claironne sur tous les toits la production nationale, et souvent qu'on ramène seulement à une production agricole, bien que l'agriculture est en quelque sorte assez importante, mais cependant, il y a pas mal de produits, vous voyez, pas mal d'articles qu'on pourrait produire localement et qu'on consomme et pour lequel il y a un marché national. Peut-être le marché national est-il trop faible, vous voyez, donc c'est un marché qu'on peut quand même agrandir. Par exemple, si je prends l'énergie pour la cuisson, par exemple chez nous, donc il faut dire que on veut combattre l'érosion, etc., de ne pas utiliser le charbon de bois. Donc maintenant, on a des alternatives. Est-ce que l'alternative, c'est l'électricité? Est-ce que l'alternative, donc, c'est le gaz et GPL, etc. Donc maintenant, tout ça doit sortir d'une vision de production nationale. Est-ce qu'on va produire tout ça pour un marché local, même si on n'aura pas à exporter? Voyez, même si on n'aura pas exporté, mais le marché satisfait la demande. D'autant plus que nous sommes dans un marché, nous faisons partie d'un marché régional. Tout à fait. Donc, quand nous produisons, donc, il y a les autres qui sont dans la même région et qui font partie du CARICOM, par exemple, et venir prendre ces produits chez nous, donc s'ils n'en ont pas suffisamment chez eux. Donc, voilà. Donc, d'abord, il faut une vision pour dire production nationale. Mais il faut dire que culturellement, ce que je vais dire là, c'est un peu osé, puisque culturellement, nous n'avons pas la propension à produire. Donc, nous avons toujours été dans le commerce, dans les échanges internationaux, depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance. Vous voyez, avant l'indépendance. Peut-être avant l'indépendance, on avait les produits agricoles, donc disons, on produisait pour l'exportation. Vous voyez, on produisait pour l'exportation, mais après l'indépendance, donc la propension, donc ça restait toujours l'agriculture et c'était particulièrement sur le café. Donc par la suite, on a eu le sucre, vous voyez, mais c'était sur le café, le cacao. Et il faut dire que si nous parlons de réforme fiscale, donc on peut voir que ça a toujours été notre lot jusque dans les années 60. Jusque dans les années 60, où les droits de douane représentaient près de 66%, les impôts sur la dépense représentaient 80%, et les droits de douane qui représentaient 66%, c'était surtout, voyez, et à l'exportation. Voyez, donc, et c'est l'une des grandes réformes qu'on a eues, puisque l'économie l'oblige, puisque les prix des denrées chutent sur le marché international, et nous ne pouvons plus, en quelque sorte, compter sur le café, puisque remarquez qu'on taxait le café jusqu'à 24%, voyez, et au tarif douanier,
Et le café à lui seul représentait les entrées dans les recettes et fiscales, donc je peux dire dans les recettes budgétaires d'une manière générale. Et en tout temps, si nous remontons l'histoire, donc nous allons voir que les taxes sur le café, donc c'était les principales rentrées de l'État. Et brusquement, on n'a pas ça. Maintenant, il faut tourner vers autre chose, mais on s'accroche quand même aux impôts sur la dépense, puisque venir à un impôt sur le revenu qui est un peu personnalisé, donc ça demande une administration un peu raffinée avec des gens qui sont qualifiés et une structure administrative assez souple pour éviter la corruption, des choses de ce genre. Donc à ce moment-là, donc on restait sur la dépense où c'est pour une population, donc nous ne pouvons pas dire, et en grande partie formée des gens analphabètes. Voyez? Voyez, et surtout dans ce domaine-là, puisqu'il y a des gens qui savent lire et écrire, mais cependant qui n'ont aucune connaissance dans ces affaires fiscales. Tout à fait. Alors, vu l'importance du sujet, des débats, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 391e édition de l'émission OCPA Magazine, série qui a pour thème Réforme fiscale, quels enjeux? Notre invité, le professeur Pierre-Renaud Julien, directeur de l'École nationale d'administration financière. Au cours de la première partie de l'émission, M. Julien vous a exprimé très clairement ce que l'on entend par expliquer, ce qu'on entend par réforme fiscale, par politique fiscale. Et un point important à retenir, toute politique fiscale découle d'une vision qui fait des objectifs. Par exemple, nous avons fait remarquer qu'à ce moment de la durée, il était question d'encourager la production nationale. Donc, la politique fiscale avait cette orientation-là. Donc, on a fait remarquer comment, par exemple, les droits de douane, les impôts sur la dépense ont marqué de manière significative, ont un poids important au niveau des recettes fiscales, des recettes budgétaires. Et, à l'entendre vous parler, vous avez pu comprendre aussi que toute politique fiscale est dynamique, comme toute réforme fiscale est dynamique, parce que c'est la politique fiscale découlant des décisions politiques, eh bien, il faut qu'elle emboîte le pas par rapport aux données à la fois conjoncturelles et structurelles, à l'économie, à la sociologie, etc. Donc, à cette seconde partie de l'émission, eh bien, M. Julien va nous permettre de comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une politique fiscale. Est-ce qu'il s'agit aussi de réformer les finances publiques? Est-ce que la politique fiscale, la réforme fiscale va conduire jusqu'à la réforme de l'État, puisqu'il a mentionné de manière, je dirais, péremptoire que la réforme fiscale, la politique fiscale en tant que telle, eh bien, sa réussite dépend de l'environnement juridique, de l'État de droit, un État fort. Et il entend par État fort un État qui est respectueux de la loi, où la loi a préséance sur les hommes, où les dérives, pas vrai, les dérives, car ce sont des comportements humains, les dérives eh bien, doivent répondre selon le vœu de la loi, indépendamment des auteurs, c'est-à-dire le caractère impartial, objectif de l'application des lois.
Non, M. Julien, je vais vous faire comprendre, par exemple, quels sont les intérêts que nous avons à faire réussir notre politique ou bien une politique fiscale, une réforme fiscale. Bon, je peux dire d'entrée de jeu que la politique fiscale fait partie, ou encore c'est une partie de la politique budgétaire de l'État. C'est vrai que des fois, on confond en quelque sorte l'exercice fiscal et l'exercice budgétaire d'une manière générale. Pourquoi? Parce que on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Or, la fiscalité représente en quelque sorte la source financière par excellence. Vous voyez, la source financière par excellence pour l'État. Naturellement, donc nous avons dit tout à l'heure que l'État va à la recherche de moyens financiers pour combler les besoins de la population, qui sont parfois des besoins sans nombre, voyez, puisque ce sont des besoins à n'en plus finir. Il y a des besoins primaires, donc, vous voyez, qui doivent être satisfaits immédiatement, parce que sinon, donc, l'État rentre en faillite. Donc, il faut que l'État arrive en quelque sorte à combler les besoins, par exemple en infrastructure, etc. Mais dans un cadre économique, puisque si on veut que, nous avons dit tout à l'heure qu'il faut orienter la vision vers la production nationale, et orienter vers la production nationale, donc ça va résorber en quelque sorte le chômage, puisqu'il va y avoir création d'emplois, tout ça, il va y avoir aussi croissance, voyez, et on rêve de croissance à 2 chiffres, mais cependant, si on ne produit pas, comment on arriverait à des croissances à 2 chiffres ici et en Haïti? Donc, il faut une production et ne pas rester seulement dans les services ou encore autre chose. Donc, il faut aller, vous voyez, vers la production, aussi bien de biens que de services, mais la quantité de biens. Donc, si je jette un coup d'œil ici dans la salle, donc vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que nous avons produit dans tout ce qui est là? Donc, tout nous vient de l'extérieur, donc nous importons tout. Vous voyez, donc je ne vais pas parler peut-être de l'eau, mais des fois on importe même l'eau. Vous voyez, donc on importe même l'eau. Donc vous comprendrez que naturellement, si on devrait produire, donc on aurait à utiliser beaucoup plus de bras, et on veut que les jeunes, voyez, ne s'aventurent pas, voyez, dans des expéditions à contresens périlleuses. Donc, on peut les retenir, mais il faut, voyez, qu'ils soient engagés quelque part, donc qu'ils arrivent à trouver des moyens. Or, la fiscalité peut être un élément pour un instrument pour faire ces genres de choses-là. Donc, vous comprendrez aussi que dans le cadre d'une politique financière publique et normale, donc la fiscalité, les réformes fiscales ont leur place. Mais remarquez que dans les réformes fiscales, on peut envisager 4 moments, par exemple, dans les réformes fiscales. D'abord, la politique peut intervenir pour prendre des décisions donc nous disons dans l'économie, prendre des décisions dans l'économie, mais sans changer de loi. Sans changer de loi. Parce que les lois existantes, nous pouvons estimer que ces lois suffisent. Très bien. Mais il faut que l'État, comme je l'ai dit, soit fort et soit capable et déposer sur tout ça. Mais l'État doit tenir compte de l'économie aussi pour savoir comment doser. Et c'est dans ce cadre, par exemple, quand on voulait augmenter ou encore on voulait ne pas financer en quelque sorte les produits pétroliers, subventionner les produits pétroliers, mais il y a une loi existante
les assises variables, qui sont là depuis 1995. On avait commencé à appliquer cette loi. Après le 12 janvier, on a suspendu. Donc maintenant, est-ce que le moment est approprié pour reprendre? Mais pour reprendre, est-ce qu'on va reprendre de manière cavalière, mais encore en petite dose? Donc c'est là le rôle, voyez, des décideurs. Donc je dis des hommes d'État. Oui. Et les décideurs, donc c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement la primature, la présidence, tous les acteurs, mais aussi le Parlement, mais tout le monde, puisque c'est le Parlement qui avait voté les lois, c'est le gouvernement qui les applique et qui a pris des décisions de présenter ces lois, et c'est l'administration qui applique. Maintenant, si on doit reprendre, à quelle dose on va reprendre et comment faire comprendre maintenant aux agents économiques qui font partie de la population que c'est un devoir, puisque le pays ne peut pas, voyez, se passer des impôts, puisque malgré ce combat qu'on mène contre budget et impôts, mais on doit savoir que sans impôts, eh bien, le pays cesserait d'exister. Tout à fait. Vous voyez? Donc, mais maintenant, c'est le comment faire. Vous voyez, c'est le comment faire. Et le comment faire, c'est comment faire accepter à l'autre pour qu'il y ait un minimum de confiance. Bon, naturellement, donc la première chose qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre argent avant. Et là, donc, l'État doit se trouver en position de rendre compte, puisque la bonne gouvernance, donc, il faut rendre compte, puisque ça met le contribuable en confiance. J'ai payé mon argent, donc voici à quoi il a servi. Et là, nous rentrons dans la politique budgétaire. Donc, pour dire, voici les dépenses qui ont été programmées et voici ce qu'on a fait. Et maintenant, surtout la loi de résolution, puisqu'on a pris le budget, mais on a réalisé le budget, on a dépensé vraiment. Voici combien on a dépensé. Donc, voilà, donc nous rendons compte donc, naturellement de ce que nous faisons. Et quand le public, voyez, donc se laisse prendre au piège, donc justement par des meneurs pour combattre, maintenant le gouvernement, avec patte blanche, viendrait dire, donc voici ce que nous avons fait de votre argent n'a pas été mal utilisé, vous voyez, par la corruption, etc., tout ça. Donc si je vous demande de payer, donc voici pourquoi, puisque c'est ce consensus qu'on doit trouver entre les acteurs. Ça veut dire qu'il y a des relations de cause à effet entre la réforme fiscale, la réforme budgétaire, la réforme des finances publiques, la bonne gouvernance. C'est ça, c'est ça. Donc, comment arriver, puisque la question demeure, comment arriver à permettre à la communauté de s'approprier la réforme fiscale? Eh bien, donc, c'est tout le dilemme. C'est le dilemme. C'est tout le dilemme. Puisque, des fois, on parle du dialogue, mais il y a des dialogues de sourds. Donc, vous parlez, je n'écoute pas, mais moi, je suis prêt à parler aussi. Mais je suis prêt à parler pour dire ce que j'ai en tête, tandis que vous êtes en train de me parler de ce que vous avez en tête. Je ne vous écoute pas, vous ne m'écoutez pas. Et donc, nous parlons, donc nous perdons du temps. Donc, il manque l'écoute alors. Effectivement, il manque l'écoute, mais une écoute active. Hein? Intelligente. Effectivement, l'écoute active, parce que je ne vous écoute pas pour vous écouter, mais je vous écoute intelligemment pour comprendre ce que vous êtes en train de me dire et prendre conscience aussi du bien fondé de ce que vous me dites, même si nous sommes de partis différents. Nous avons des antagonistes entre nous, mais cependant, il y a un élément fondamental, donc il y a le pays qui nous appartient tous et que nous devons défendre. Bon, nous ne défendons pas nos clans, mais nous devons défendre le pays, et c'est à travers la défense du pays que maintenant nous pouvons voir les dividendes particuliers et même personnels. L'impôt n'a pas de parti alors? L'impôt n'a pas de parti. Bon, non, mais c'est vrai que essayez de combattre l'impôt là maintenant, et maintenant vous prenez la place de l'autre, vous montez au pouvoir, avec quoi vous allez faire marcher le pays.
Donc maintenant, il faut dire aux autres, attention, nous vous avons demandé de ne pas payer à X, de ne pas payer à Y, de combattre ça. Donc maintenant, comme c'est nous qui sommes là, donc vous pouvez nous faire confiance et ça va comme ça. Donc remarquez que l'impôt, donc naturellement, c'est pour l'État. C'est pourquoi je dis que des fois, il nous faut des hommes d'État et non seulement des hommes de parti, puisque les hommes de parti, une fois arrivés ou une fois occupés une fonction dans l'État, eh bien deviennent des hommes d'État, puisque vous êtes des députés, des sénateurs, etc. Mais vous allez voter les lois. Mais vous allez voter les lois, vous allez tenir compte de vos sensibilités naturellement, mais pourvu que ça ne dérange pas ou ça ne va pas détruire le pays. Donc si ça doit détruire le pays, donc à quoi bon? Vous voyez, donc vous avez votre place là pour faire quoi? Et le plus souvent, c'est ce que nous rencontrons, des hommes qui vont jusqu'au bout, donc comment pourrais-je dire, périsse l'État, vive le roi. Vous voyez, donc c'est ça, puisque nous ne pouvons pas avoir de telles attitudes, puisque ce qui nous donne droit de citer, donc c'est l'État. Donc maintenant, nous sommes des hommes et femmes d'État. Non seulement nous devons prendre des lois, les faire exécuter pour le bien-être de la population, mais aussi, nous devons aussi faire cette propagande, parce que le problème qu'il y a, c'est que je peux accepter de voter, mais sans faire comprendre à mon mandant, voyez, que, attention, donc il le faut, parce que sans ça, le pays va... Ce n'est pas le rôle du gouvernement seulement de le faire. C'est le rôle de tout le monde. La communauté. C'est la communauté. Et la communauté, comprenez bien, qui n'a déjà pas de quoi survivre, et vous devez quand même faire un prélèvement sur le peu qu'ils ont, voyez, et que ces gens ont. Donc maintenant, si vous ne leur expliquez pas le bien fondé, donc c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mal nécessaire, il faut le faire pour pouvoir survivre, donc naturellement, la communauté va être un peu... Alors là, M. Julien, vous avez un point assez important. L'État est aussi un agent économique. Effectivement. Puisque nous parlons de réforme fiscale, réforme des finances publiques, nous parlons de bonne gouvernance, de reddition des comptes. Donc l'agent économique qu'est l'État doit aussi rendre compte, doit avoir un comportement, doit faire des choix rationnels. Donc, M. Julien, est-ce que l'État ne devrait pas donner l'exemple en tant qu'agent économique d'abord? Oui. Bon, d'ailleurs, l'exemple devrait venir d'en haut. Et d'ailleurs, pour la sécurité de tout le monde et pour inspirer confiance aussi. C'est ça. Pour inspirer confiance, surtout pour inspirer confiance. En tant qu'agent économique, d'où viennent les moyens dont dispose l'État? L'État va faire le prélèvement sur le patrimoine des autres. Mais ce prélèvement va servir à la création de biens et services publics. Tout à fait. Et au cours de la même période, de la même période fiscale. Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que ce faisant, donc l'État crée des biens, l'État crée des services économiques, voyez, des services économiques, mais pour le public, pas de manière particulière, c'est-à-dire pour des individus, voyez, puisque c'est des biens et services publics. Mais il n'en démord pas, qu'il y a certaines gens qui veulent profiter de l'État. Oui. Voyez, donc maintenant, s'il n'y a pas suffisamment de contrôle, donc tout ça, est-ce que l'État arrive à prendre, à prélever la mesure nécessaire? Donc il faut toute une organisation et il faut aussi, c'est la mesure de la pression fiscale qui va montrer tout ça. Donc par rapport à, par exemple, au produit intérieur brut comme unité économique, un grand agrégat économique. Donc on va voir ce que représentent les prélèvements fiscaux par rapport à ça. Donc pour voir est-ce que l'État a pris suffisamment donc, pour pouvoir intervenir. Voyez, pour pouvoir intervenir. Donc maintenant, ceci étant dit, en tant
qu'agent économique, l'État peut booster en quelque sorte l'économie, donc c'est-à-dire réorienter l'économie et arriver à faire des apaisements sociaux et créer beaucoup plus de biens, beaucoup plus de richesses. Mais quand il y a beaucoup plus de biens qui sont créés dans l'économie, donc maintenant l'État va rentrer beaucoup plus d'impôts aussi, voyez, et en valeur absolue, voyez, en valeur absolue. Donc on comprend que non seulement en valeur relative, donc la pression fiscale va monter, mais en valeur absolue, donc il y a une taille, un volume, voyez, de recettes qu'on a qui permet à l'État de créer beaucoup plus de biens et services publics et surtout des biens économiques, puisque on peut créer des biens et services de prestige, mais il y a des biens et services économiques qui eux-mêmes vont faire taille d'huile et maintenant permettre de créer encore beaucoup plus de biens. Donc, autrement dit, donc on peut élargir l'assiette fiscale, C'est ça. créer des opportunités économiques pour les agents économiques. L'État, en tant qu'agent économique aussi, va donner l'exemple par son comportement, par des choix rationnels. Mais également, comment peut-on, par exemple, la communauté peut-elle aussi observer, je dirais, les retombées de la réforme? Effectivement. En termes d'équité aussi, en termes de la gestion d'assiette, en termes d'équité. Donc, mon idée était arrêtée, docteur, tout à l'heure, je disais qu'il y a 4 façons, Oui. voyez, d'intervention. Donc, j'ai parlé de la façon où, sans changer les lois, donc la politique prend des décisions pour agir sur l'économie, donc à partir des lois existantes. Mais maintenant, on peut encore, sans changer les lois, mais augmenter et les recettes, par exemple, sur le plan administratif. Vous voyez, sur le plan administratif, donc c'est-à-dire on conduit des audits plus ou moins sérieux, on met des contrôles, vous voyez, on fait des dépistages. Donc, comme tu viens de le dire tout à l'heure, on élargit l'assiette fiscale. Et maintenant, on n'a pas besoin de changer des lois pour le faire, puisque l'État a la latitude, en quelque sorte, de rendre les éléments beaucoup plus profitables et pour rendre l'impôt plus rentable. Et remarquez que là encore, donc c'est une revendication. Une revendication pour dire, mais attention, donc il y a la contrebande, il y a tout ça, donc que l'État arrête tout ça. Vous voyez, que l'État arrête tout ça. Mais il y a un coût. Il y a un coût pour faire, par exemple, pour l'administration, donc pour agir sur ça, donc il faut qu'il y ait un coût aussi, puisqu'il faut des agents, il faut des équipements, il faut une présence plus ou moins partout. Donc je crois que dans cet ordre d'idées, donc l'État a créé, a formé 2 groupes d'agents de surveillants douaniers, donc au cours des années passées. Vous voyez, des 2 ou 3 dernières années passées, donc de près de 250 agents, vous voyez, pour aller sur la frontière, etc., mais qui doivent être équipés et qui doivent être rémunérés. Et maintenant, si ce sont des agents, ces agents doivent montrer leur présence, eux-mêmes doivent être en sécurité. Donc il faut dire aussi que l'un des problèmes qu'on a, donc c'est l'entretien des agents. Puisque si on a des agents, donc les agents, donc pour être efficaces, doivent être eux-mêmes en confiance, doivent être eux-mêmes en sécurité. Donc nous avons vu ce qui s'est passé, vous voyez, sur la frontière, par exemple. Donc il y a tout ça. Vous voyez, il y a tout ça, donc pour permettre en quelque sorte d'avoir l'efficacité qu'on recherche pour augmenter les recettes sans agir en quelque sorte sur l'économie actuelle et sans agir sur les lois fiscales. Alors, dans ce cadre-là, la gestion de l'information se révèle indispensable aussi. C'est ça. Une base de données. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, pour permettre des recoupements, etc., des choses de ce genre. Et il faut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une bonne exploitation des informations dont l'État dispose, puisque entre État et État, donc agents de l'État, bureau de l'État, il y a des informations que d'autres n'ont pas, alors que ce sont des informations utiles pour permettre ce genre de travail et avoir une assiette fiscale beaucoup plus large. Donc voilà. Troisième façon maintenant,
on peut agir sur les lois. Sur les lois. À ce moment-là, il faut que des lois soient votées. Là, on ne parle pas de réforme de tarif, de changement de tarif. Ah non, non. Donc il faut maintenant, et quand je dis les lois, donc à ce moment-là, tout est concerné, puisque même les tarifs sont concernés aussi, mais il faut aller sur la table, donc négocier les tarifs. C'est pourquoi je parlais de vision tout à l'heure, puisque pour changer par exemple les tarifs douaniers, donc ça dépend, est-ce qu'on veut promouvoir la production nationale ou encore on veut rester dans le cadre de commerce et d'importation, etc. Donc il faut faire un choix. Et ce choix doit être un choix concerté, une entente, puisque on ne peut pas faire un choix de kamikaze. Donc, c'est-à-dire détruire l'État. Vous voyez, et car remarquez qu'à l'origine de l'État, donc c'était des particuliers. C'était des particuliers qui sont à l'origine de l'État. Et comme ces particuliers ont besoin de protection, donc tout ça, mais il faut savoir aussi l'autre qui fait le choix de ne pas investir dans la production. Parce que produire, c'est risqué aussi, puisqu'il faut des investissements. Et les investissements, quand on est dans la production, ça dépend de quel type de production. Donc, ça va demander un amortissement sur une longue période. Mais maintenant, dans un cadre où il y a une certaine instabilité politique, puisque vous remarquez que le pays a toujours été instable, politiquement. Puisque lutte de clans, etc., donc le pays est instable. Donc, les détenteurs de capitaux donc, ne vont pas investir leurs capitaux et voir en quelque sorte donc son pouvoir économique détruit du jour au lendemain par les caprices en quelque sorte de quelques personnes. Voyez? Donc maintenant, donc, tout ça doit être sur la table. Donc pour savoir comment assurer la sécurité de ces gens, comment assurer le passage de commerçants, importateurs, voyez, à un producteur, comment l'État va accompagner, et maintenant, c'est le franc jeu. Donc c'est là quand je parle de confiance, et ça doit être structurel et non des choses. Donc je compte parce que c'est un gouvernement qui est là maintenant. Donc j'ai des personnes qui sont là, donc on me donne une certaine priorité. Quand ces personnes ne sont pas là, donc on va brûler, on va détruire, etc. Donc à ce moment-là, donc je reste dans mon commerce et ne pas passer en quelque sorte à la production. Donc voilà. Et quatrièmement, maintenant, on peut agir en quelque sorte sur l'économie. On choisit d'agir sur l'économie, de réorienter l'économie. Vous voyez, et maintenant, on peut avoir besoin de lois ou pas, par exemple, dans le cadre des lois sur l'investissement. Mais dans le cadre des lois sur l'investissement dont nous disposons, on peut choisir de ne pas venir avec d'autres éléments normatifs, mais maintenant, et venir avec des accompagnements pour voir comment on peut créer encore d'autres entreprises, etc. Stimuler l'entreprise. Tout à fait. Ainsi prend fin la 391e édition de l'émission Okpa Magazine. C'est l'écueil pour thème réforme fiscale, quels enjeux? En effet, il n'y a pas de réforme fiscale sans réforme des finances publiques, sans réforme de l'état de droit. Et tout ceci est dans l'intérêt de tous. Ce qui importe, comme l'a si bien dit le professeur Julien, il faut créer la confiance indispensable. Et l'agent économique qui a le maître mot, c'est encore l'État. L'État, ce sont des hommes et des femmes. Il appartient aujourd'hui aux décideurs, à tout un chacun, de penser que la réforme fiscale est affaire de tous, l'impôt n'a pas de parti, et Haïti est à nous tous. Nous disons un grand merci au professeur Julien pour sa disponibilité, et à vous, nous disons à bientôt. Professeur Julien, un grand merci et à bientôt. Le plaisir est pour moi aussi. Merci.